Et oui, on parle de vos placements, de votre argent avec aujourd'hui Frédéric Durand-Bazin. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Le Particulier. Aujourd'hui, on va parler d'héritage. Comment aider ses enfants à gagner de l'argent, à hériter? Exactement. Il y a de nouveaux outils qui sont mis à la disposition des familles depuis la réforme de succession de 2006. Alors la réforme n'est pas toute jeune, mais sauf que les outils ont eu du mal à démarrer. Et là, maintenant, on voit, notamment auprès des notaires, que les gens commencent à s'intéresser à ces outils. Alors, pourquoi il y a une vraie problématique aujourd'hui sur l'héritage? Bon, on hérite en moyenne à 57 ans aujourd'hui, ce qui est quand même déjà assez tard. Oui. Et en plus, avec l'allongement de la durée de la vie, il n'est pas rare d'hériter à beaucoup plus long terme, à 65 ou 70 ans, quand on a des parents qui vivent jusqu'à 90 ou 100 ans. Et ce qui veut dire que vous allez hériter à un moment où vous n'avez plus besoin de cet argent. Parce que vous avez déjà fait votre vie, vous avez déjà construit votre patrimoine, mais peut-être que c'est plutôt vos enfants, à vous, qui ont besoin de cette aide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a deux outils très intéressants en matière de transmission. Donc le premier, ça s'appelle la renonciation. Alors la renonciation, ça existait déjà auparavant. C'est-à-dire que vous décidez de ne pas prendre votre part d'héritage. Et donc ça va être vos héritiers à vous qui vont recevoir cette somme-là. Alors avant la réforme de 2006, qu'est-ce qui se passait? Quand vous renonciez, vos petits-enfants éventuellement allaient recueillir cette part d'héritage, mais ils allaient payer les droits de succession en fonction de leur degré avec la personne qui était décédée. Donc ça veut dire qu'ils avaient un petit abattement, éventuellement des droits majorés, donc c'était assez peu intéressant. Depuis 2006, on a la possibilité donc de renoncer, et les gens qui vont récupérer l'héritage vont le faire de manière fiscale, de manière assez attractive, parce que ils vont payer les droits comme si c'était le renonçant qui héritait lui-même. Donc, ce qui veut dire que si un père renonce de l'héritage de son propre père au bénéfice de ses propres enfants, l'enfant bénéficiera de l'abattement de 100 000 € qui était applicable entre parents et enfants, et paiera les droits en fonction de cette lignée. Uniquement en ligne directe ou? Non, parce que la renonciation, on peut renoncer en fait dans 3 cas aujourd'hui. C'est des cas qui sont quand même assez limitatifs. On peut renoncer à la succession de ses parents. On peut renoncer à la succession de son époux. Ou on peut renoncer à la succession d'un frère ou d'une sœur qui, elle, ou lui, est sans enfant. Donc voilà les 3 cas dans lesquels on peut renoncer. L'inconvénient de la renonciation, c'est qu'elle est globale. On ne peut pas dire je vais renoncer à une partie et pas à l'autre. La renonciation, elle est totale. C'est-à-dire que vous prenez l'héritage ou vous prenez rien. Mais il n'y a pas de demi-mesure. C'est tout ou rien. Est-ce qu'il existe quand même un moyen plus souple pour aider ses proches, pour transmettre à ses enfants? Alors justement, c'est le deuxième outil qui a été inventé en 2006. Ça s'appelle le cantonnement. Alors le cantonnement, c'est une forme de renonciation partielle qui permet de recueillir quelques biens parmi ceux du défunt et d'abandonner le reste. Alors là encore, les cas de cantonnement sont encore plus strictement encadrés que dans le cadre de la renonciation. Seuls les bénéficiaires d'un legs, donc, c'est-à-dire quand vous êtes héritier, quand dans le testament on dit un tel va recevoir tel bien, donc ça c'est un legs. Donc seuls les bénéficiaires d'un legs ou le conjoint survivant, lorsque le couple s'est consenti une donation entre époux, peut exercer ce cantonnement. Mais c'est vrai que le cantonnement est doté quand même de nombreux atouts, parce qu'il apporte des réponses inédites pour organiser la transmission du patrimoine, tout en permettant de limiter la hausse des droits de succession. Et est-ce que je peux choisir qui recueillera la part d'héritage à laquelle je renonce? Alors, en théorie, vous pouvez, sauf que là, fiscalement, c'est assez mal traité, parce que si vous choisissez l'héritier ou la personne à qui vous allez transmettre les biens auxquels vous avez renoncé, vous, en tant que renonçant, vous allez quand même payer les droits de succession. Ah oui. Parce que le fisc considère que, à partir du moment où vous désignez la personne qui va recevoir les biens, vous avez d'abord accepté l'héritage et vous avez fait une donation. Donc il va y avoir 2 strates de fiscalité. Ouais, donc c'est pas le chemin le plus avantageux. En théorie, donc c'est possible. En pratique, c'est fortement déconseillé pour cette raison-là. Et surtout, le principe, la philosophie de la renonciation et du cantonnement, c'est de mettre à la disposition de tous les héritiers les sommes qui sont ainsi renoncées. Donc si vous avez 3 enfants, les sommes vont se répartir aux 3 enfants. Si c'est un oncle qui renonce, il ne va pas pouvoir renoncer aux bénéfices de ses neveux et nièces, il ne pourra renoncer qu'aux bénéfices de ses frères et sœurs. Voilà, c'est donc les limites qui existent aujourd'hui sur ces 2 dispositifs. Est-ce que la renonciation
ou le cantonnement, on peut le faire que sur des successions saines, on va dire, ou est-ce qu'on peut le faire sur des successions endettées? En clair, est-ce qu'on peut renoncer à une succession quand il y a des dettes, ou est-ce qu'on peut cantonner quand il y a des dettes, dire je ne prends pas les dettes mais je prends quand même les actifs? Non. La renonciation, alors là on revient à ce qu'on connaît tous au moment de la succession, on regarde l'état du patrimoine. Et si effectivement le patrimoine est endetté et que les dettes sont supérieures aux biens qui figurent dans le patrimoine, là on renonce. Mais là on renonce définitivement et personne ne va récupérer. On ne peut pas cantonner. Non, là vous ne pouvez pas cantonner, ça serait un peu trop facile. Imaginons, parmi les personnes qui vont recevoir le legs, l'une d'elles y renonce. Ouais. À qui va aller sa part? Alors là, ça dépend de la façon dont le legs a été rédigé dans le testament. Si c'est plusieurs personnes qui sont bénéficiaires du legs, le renonçant va en fait céder ses parts aux autres légataires. D'accord. En revanche, s'il y a un seul légataire, admettons la maison de famille revient à ma fille, si la fille renonce à ce legs, ça va aller à ses propres héritiers. Donc ses propres enfants. Et si elle n'en a pas? Et si elle n'en a pas, et éventuellement ça ira. Non, ça ira. Son chat. Ça ira à ses frères et sœurs s'il y en a. Et si les frères et sœurs sont décédés, ça ira aux enfants des frères et sœurs. Donc après c'est la règle de dévolution successorale classique. On continue d'essayer de comprendre l'avantage qu'on peut trouver à renoncer à l'héritage. Est-ce qu'on peut avoir intérêt par exemple à renoncer à la succession de son époux ou de son épouse? Alors là c'est une vraie question parce que en général, financièrement, le conjoint essaie toujours de protéger son autre conjoint, et notamment par le biais des donations ou par le biais du testament. Donc en général, quand un conjoint décède, le survivant, il a assez peu intérêt à renoncer à la succession. Mais il peut le faire, même fiscalement et patrimonialement. Ça peut être intéressant, lorsqu'il a bénéficié par ailleurs d'une donation au dernier vivant. Dans ce cas-là, il va avoir dans son testament quelque chose qui est assez proche en fait des effets du legs. C'est-à-dire qu'il va pouvoir choisir librement les biens de la succession qu'il a envie de garder et ceux pour lesquels il va cantonner, donc renoncer. Par exemple, il a dans la succession une maison de famille qui appartenait à son époux et un portefeuille titre. Donc on peut très bien imaginer que la personne décédée, le survivant, voilà, conserve le portefeuille titre parce que ça va lui faire de l'argent, des liquidités, un apport supplémentaire de revenus pendant sa retraite, et qu'elle cède la maison de famille qui appartenait à son époux. Comme ça évitera des conflits de famille et ça évitera surtout aux héritiers de devoir s'immiscer dans la gestion de cette maison la belle-mère ou quelqu'un qui n'a pas franchement vocation à rester dans la succession. Est-ce qu'on peut renoncer à l'assurance vie de son conjoint au profit de ses enfants? Alors là aussi, c'est la clause bénéficiaire qu'il faut aller regarder, parce que la renonciation et le cantonnement ne sont pas prévus dans le droit de l'assurance. Ce qui veut dire qu'il faut être très vigilant sur la façon dont vous allez rédiger la clause bénéficiaire. Si vous mettez juste un seul bénéficiaire, par exemple, mon conjoint, et que le conjoint refuse refuse le bénéfice de cette assurance vie, ça ne va pas être transmis à ses héritiers, ça va revenir dans la succession. Et si ça revient dans la succession, ça ne bénéficiera plus de la fiscalité favorable à l'assurance vie, ça sera soumis au droit de succession, et surtout, ça va être réparti entre tous les héritiers. Donc il faut être très vigilant, et éventuellement, il faut prévoir dès l'origine, dans la clause bénéficiaire, de dire le bénéficiaire c'est mon conjoint, ou en cas de renonciation ce sont mes enfants. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comme on ne peut pas choisir en disant je vais renoncer à hauteur de 100 000 euros et je vais garder les 150 000 euros restants. Le plus simple, c'est d'ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie, ce qui permet d'en refuser certains et de conserver les autres. Voilà, quelques clés si jamais on veut renoncer à l'assurance vie de son conjoint au profit de ses enfants. On peut, mais il faut le faire prudemment, hein, c'est votre message. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi renoncer à l'assurance vie de ses parents au profit de ses enfants? Alors là, c'est exactement la même chose. Il faut être très vigilant sur la rédaction de la clause bénéficiaire. C'est possible à condition de prévoir une clause du type le capital reviendra au conjoint, à défaut aux enfants nés ou à naître, c'est une formule assez classique, par parts égales entre eux, à leurs représentants en cas de décès ou de renonciation. Ce qui veut dire que s'il y a un enfant qui renonce, sa part reviendra à ses propres enfants et n'ira pas à ses frères et sœurs.
Donc là, c'est aussi un point. Mais sur ces choses-là, il n'est pas inutile de se faire conseiller par son notaire ou son assureur pour la bonne rédaction de la clause. Alors imaginons Frédéric, je renonce à un héritage, très bien, pour le transmettre à mes enfants, ça leur sera plus utile qu'à moi, très bien. Donc je renonce à un héritage. Est-ce que ça remet forcément en cause les donations dont j'ai pu bénéficier aussi, les donations de mes parents? Non. Non. Et c'est là tout l'avantage. On peut, quand on renonce à la succession, on conserve les donations qui ont été effectuées antérieurement. Ça peut même être un choix extrêmement judicieux si le bien qui vous a été transmis précédemment a pris beaucoup de valeur et au jour du décès, il se trouve que ce bien, en fait, il excède votre part réservataire. Vous savez que quand vous êtes un enfant, vous avez le droit à une part minimum de l'héritage. Quand il y a un enfant, vous avez le droit à la moitié de l'héritage. Quand il y a deux enfants, les deux enfants ont droit aux 2/3. Quand il y a 3 enfants ou plus, ils ont droit en tout à 3/4 de l'héritage. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de déshériter aujourd'hui les enfants. Mais si la valeur du bien qui vous a été transmis excède à la fois votre propre part et ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est-à-dire le quart restant ou le tiers restant, donc on a évoqué à l'instant, normalement vous êtes censé rapporter le bien à la succession et on refait un partage. Si vous renoncez à la succession, vous n'êtes plus héritier. Donc si vous n'êtes plus héritier, vous n'êtes plus obligé de rapporter ce bien à la succession. Et donc vous pouvez le conserver. On va considérer que vous avez bénéficié à la fois de votre part réservataire et de la quotité disponible. Et si ça vient empiéter sur le droit de vos frères et sœurs, vous allez juste les récompenser. C'est-à-dire vous allez leur verser une somme d'argent qui va venir combler leur part d'héritage qu'ils n'ont pas touché. Et donc c'est un choix qui peut être extrêmement judicieux, effectivement. On comprend mieux pourquoi il faut des notaires. C'est un peu technique, mais écoutant. franchement, c'est vraiment 2 outils qui sont très bien calibrés pour justement aider la deuxième génération. Comment les droits de succession sont alors calculés pour les bénéficiaires comme ça d'une renonciation? Bon, vous vous accrochez bien à votre chaise. Hein. On a mis la ceinture, on se tient par la main, Cédric et moi, et on vous écoute. En fait, c'est pas compliqué, au contraire. Ils sont calculés exactement comme si c'était le renonçant qui héritait. Ce qui veut dire que si c'est le renonçant est un enfant, eh ben, les petits-enfants vont bénéficier de l'abattement de 100 000 € qui est applicable depuis cet été. Cet abattement de 100 000 €, il sera partagé en fonction du nombre d'enfants qui reçoivent. Donc, c'est-à-dire, s'il y a 2 enfants, ils auront droit chacun à 50 000 €. S'il y a 3 enfants, ce sera 33 333 €. Et après, les droits de donation seront calculés sur le barème applicable aux renonçants, donc en ligne directe. Et l'avantage, surtout, c'est que si vous multipliez comme ça le nombre de bénéficiaires, vous allez amenuiser le montant des droits de succession, parce que vous allez multiplier les petites tranches, on va dire, du barème des droits de succession. Donc c'est tout l'intérêt aussi. Ouais. C'est qu'au final, vous allez payer moins de droits de succession, parce que non seulement vous aurez multiplié les abattements et les petites tranches, et puis surtout, le bien ne sera pas passé par le patrimoine de votre père. Donc vous n'aurez pas les droits de donation à payer au décès de votre propre père. Que d'avantages, que d'avantages. Ce ne sont que des avantages, c'est absolument formidable. C'est clair. Mais vive les notaires. Oui, ils ont encore une belle carrière devant eux. Quels sont les délais et les démarches à accomplir pour hériter ou au contraire décider de ne pas hériter? Comment on fait? Alors normalement on a 4 mois au moment du décès pour prendre une décision. Je conserve la totalité de ma part d'héritage, je cantonne, je renonce. Si rien n'est fait au bout des 4 mois, les autres héritiers, éventuellement les créanciers de la succession, peuvent vous forcer à le faire dans les 2 mois, pardon. Mais quoi qu'il en soit, vous avez toujours intérêt à le faire, vous, dans les 6 mois, parce que c'est le délai dont vous disposez pour déposer votre déclaration de succession auprès du fisc. Donc il faut le faire dans ce délai-là. Et là, on va être pervers, mais si jamais on renonce à un héritage, est-ce qu'on peut demander en échange de la renonciation une contrepartie? Alors, vous pouvez toujours demander une contrepartie. Par exemple, je renonce à cette part d'héritage, mais en contrepartie, vous me laissez le portefeuille titre, comme on l'évoquait tout à l'heure. Sauf que le fisc, il ne regarde pas ça d'un très bon œil, parce qu'il se dit, si on commence à négocier des contreparties, ça veut dire que, quelque part, on a accepté son héritage, et puis après, on va le redonner aux autres en échange d'un autre bien. Quoi. Ouais. Donc, le fisc, il va pouvoir être tenté de dire, bah non, vous êtes gentil, mais là, vous avez accepté l'héritage, donc vous allez payer les droits de succession. Et puis comme en plus vous l'avez négocié auprès de vos enfants ou vos petits-enfants ou votre belle-fille, votre belle-fille ou vos enfants qui ont accepté la part d'héritage que vous avez refusée, eux aussi vont payer les droits de donation. Donc vaut mieux éviter de négocier des contreparties. Bon, dernière question, on peut faire hériter un animal ou pas? Un chien, un chat? On n'a pas d'enfant, on peut le faire, non? C'est interdit. En France, non, heureusement.
Il y a des pays où on peut le faire. Ouais, certains pays anglo-saxons, visiblement, avec des mécanismes de fiducie ou de trust. Mais enfin bon, c'est un peu les limites quand même de l'exercice. Un chien peut peut-être devenir propriétaire d'une maison en Grande-Bretagne. Bon, voilà. Merci beaucoup, Frédéric, pour tous ces éclairages très clairs, très complets. Mais vraiment, on a compris les avantages qu'on peut trouver à renoncer à un héritage au profit de ses enfants. On se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. On répondra aux questions de nos téléspectateurs. À tout à l'heure. Frédéric Durand-Bazin. Et le CAC est en petite baisse.